Ceux qui travaillent en Tunisie font énormément de travail, vraiment du bon travail, mais malheureusement, il n'est pas connu du grand public. C'est ça le problème. وفما شكون يعمل في الديزاين هو ماهوش عارف روحه يعمل في الديزاين. C'est ça qui est marrant aussi. Et comment on peut l'améliorer? Comment faire que ces designers individuels ou ce travail qui est assez bon en Tunisie est amené à être démocratisé, à être connu par tout le monde? Comment on peut faire? Alors, à mon sens, déjà, la première chose, c'est de construire des ponts déjà entre l'université et l'entreprise. Ça, c'est clair, parce qu'il faut aussi le diffuser au niveau de l'entrepreneuriat. Il faut aussi, je pense, inculquer aux designers de devenir eux-mêmes entrepreneurs et non pas forcément d'aller chercher du travail une fois qu'ils ont leur diplôme. De créer aussi des événements très importants. De créer des initiatives durables mener des projets ponctuels comme par exemple travailler en association, faire des projets comme par exemple dans les labs, voilà, dans des expériences, voilà, dans des ça reste quand même des expériences minimes qui ne sont pas communiquées. Donc il va falloir aussi travailler sur la communication et il faut aussi, à mon sens, faire connaître surtout le design qui est, à mon sens, invisible, qui n'est pas destiné à l'objet. Je pense que le design pourrait aussi se développer sur des domaines qui sont totalement méconnus par le citoyen lambda. C'est par exemple le design social, le design des politiques publiques, travailler à améliorer l'administration, travailler à développer le leadership, travailler avec des incubateurs de start-up. Ce sont des manifestations du design qui sont totalement méconnues. Le grand public pense encore que le design se résume à la conception d'objets. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Tunsi? Je m'appelle Youss Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble nous allons traiter la question en long et en large. Mon invité aujourd'hui est la maître de conférence Haïla Medem, qui a contribué à mener la réforme du doctorat de recherche en design à l'ESTED. Elle a aussi mené un projet de design social dans les écoles primaires des quartiers défavorisés. Haïla est la cofondatrice de Usercamp, un bureau de consulting et de formation en stratégie créative. Salut Haïla. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Est-ce que je peux vous tutoyer? Parfaitement. On est où? On est chez une amie. J'ai choisi l'endroit parce que c'est un endroit qui me paraît avoir une âme. D'abord l'architecture. Alors c'est la hauteur, elle est réduite, donc elle est à échelle humaine. Et c'est un endroit un petit peu isolé, avec beaucoup de verdure, donc qui dégage beaucoup de sérénité. Voilà. D'accord. Très bien. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous professionnellement? Est-ce que vous êtes designer, enseignante, pédagogue? Je me suis très souvent posé la question. Et en fait, avec du recul, je me dis que je suis les trois à la fois, avec des périodes où chaque facette domine. Parfois, je me sens plus designer qu'enseignante, parfois je suis plus enseignante, quoique bon, l'enseignement l'emporte, parce que de toute façon, c'est ce que je fais tous les jours. Mais je peux dire que ce sont trois facettes qui sont continuellement en interaction. Donc oui, effectivement, je suis enseignante, je suis pédagogue et je suis aussi designer. C'est quoi votre, en tant qu'enseignante et en tant que pédagogue, c'est quoi la définition du design pour vous? Alors, le design pour moi, c'est une manière d'être, d'abord.
C'est une attitude, mais ça on l'apprend avec le temps, hein, parce qu'au début, quand j'ai démarré dans le design, pour moi le design c'était un métier de conception, et on se rend compte en fait au fil du temps qu'on apprend à acquérir une pensée particulière et qu'on restitue dans le quotidien, dans notre manière d'être, dans notre manière d'observer, dans notre manière de vivre. C'est une façon d'être et d'évoluer dans le monde de par une pensée très spécifique en fait. On anticipe énormément, on projette aussi beaucoup. On a un regard, je pense, assez spécifique de notre environnement, de ce qui se passe, des relations, des interactions. On a beaucoup tendance aussi à relier les choses entre elles. Donc, je pense, Guillaume, que c'est essentiellement une attitude et une pensée, une manière de projeter la vie, en fait. Ok. Et comment vous avez eu, c'est quoi votre rencontre avec le design? Est-ce que quand vous étiez jeune, est-ce que quand vous avez commencé vos études, comment vous avez su que c'est du design, ce que vous aimez et ce que vous faites? Ça a démarré. En fait, j'ai eu mon bac, je pense, en 93, si mes souvenirs sont bons. À cette époque, alors le design chez Toulouse, c'était quelque chose de totalement méconnu. Je pense avoir connu le design en voyage, quand je voyais les objets. Et paradoxalement, et ce qui est marrant, ce sont des objets que je n'aime plus beaucoup, ce sont les objets en plastique coloré. Et c'est très marrant, ça m'a emmené aussi à l'époque à connaître les objets à travers des designers tels que Philippe Starck. C'était vraiment l'époque de la starisation du designer, donc c'était beau, c'était très attirant comme domaine. Et donc, mais c'est très marrant, c'est vraiment le design que je réfute en fait totalement. Mais c'est cette approche-là, enfin, c'est cette vision-là qui m'a permis d'intégrer le design. Donc j'ai connu le design effectivement à travers certains voyages, Beaubourg notamment, des voyages à Paris. Et tout à fait par hasard, j'ai su qu'il y avait un département design à l'école des Beaux-Arts. Et j'avais intégré cette discipline alors que j'étais prédestinée à faire de la médecine. Donc ça a été un revirement total. Et voilà, et je ne regrette pas du tout. Et vous parlez de 93, où le design n'existait pas, ou n'avait pas autant d'importance que maintenant en Tunisie. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il existe le design en Tunisie? Oui, complètement. Il existe d'abord de par l'école de design, qui a énormément contribué à le faire connaître. Il existe dans des expériences isolées. En fait, c'est pour ça que c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Mais il existe de par des designers, des talents qu'on connaît aujourd'hui, qui font énormément de choses, mais malheureusement, ils restent pas suffisamment diffusés, pas suffisamment démocratisés. Il n'y a pas eu, à mon sens, des initiatives pour construire une communauté, pour construire des dispositifs. Les designers peuvent se mettre ensemble, peuvent faire valoir leur travail. Il y a énormément d'initiatives individuelles et il y a un petit peu méconnu parce que le designer en lui-même ne sait pas vendre ou valoriser son travail. Donc il y a eu énormément de personnes qui sont parties déjà. Ceux qui travaillent en Tunisie font énormément de travail, vraiment du bon travail, mais malheureusement il n'est pas connu du grand public. C'est ça le problème. C'est ça qui est marrant aussi. Et comment on peut l'améliorer? Comment faire que ces designers individuels ou ce travail qui est assez bon en Tunisie est amené à être démocratisé, à être connu par
par tout le monde? Comment on peut faire? Alors, à mon sens, déjà, la première chose, c'est de construire des ponts déjà entre l'université et l'entreprise. Ça, c'est clair, parce qu'il faut aussi le diffuser au niveau de l'entrepreneuriat. Il faut aussi, je pense, inculquer aux designers de devenir eux-mêmes entrepreneurs et non pas forcément d'aller chercher du travail une fois qu'ils ont leur diplôme. De créer aussi des événements très importants. De créer des initiatives durables mener des projets ponctuels comme par exemple travailler en association, faire des projets comme par exemple dans les labs, voilà, dans des expériences, voilà, dans des ça reste quand même des expériences minimes qui ne sont pas communiquées. Donc il va falloir aussi travailler sur la communication et il faut aussi, à mon sens, faire connaître surtout le design qui est, à mon sens, invisible, qui n'est pas destiné à l'objet. Je pense que le design pourrait aussi se développer sur des domaines qui sont totalement méconnus par les citoyens lambda. C'est par exemple le design social, le design des politiques publiques, travailler à améliorer l'administration, travailler à développer le leadership, travailler avec des incubateurs de start-up. Ce sont des manifestations du design qui sont totalement méconnues. Le grand public pense encore que le design se résume à la conception d'objets, alors que en dehors de tout ce qui est conception ou la production locale qui ne font pas intervenir les grosses industries, il y a aussi beaucoup à faire au niveau d'un design où l'objet est totalement immatériel. Le design de service, le design management, le design stratégique. Si le design va pouvoir améliorer les choses, et moi je suis très adepte d'une discipline qui devrait aussi servir d'abord le pays. À la base, par exemple, l'école de design, elle a été mise en place pour ça. Mais simplement, à l'époque, la stratégie voulait qu'elle soit un petit peu orientée vers l'amélioration de la qualité des produits, alors qu'il y avait beaucoup à faire sur le plan public, social, stratégique, sur le fait aussi de travailler dans le cadre du design management aussi. Donc voilà, il y a énormément de domaines où le design devrait vraiment être un levier de développement. Et nous, en tant que designers, on peut le faire? On peut aller toquer à la porte des administrations et proposer nos aides? Est-ce qu'on peut montrer qu'on est capable de faire ce design-là, qui est penser le design et penser comme un designer pour aider à améliorer des services ou autres? C'est quoi notre rôle, nous, en tant que designers? Parce qu'il y en a beaucoup en Tunisie et il y en a qui sont perdus, ils ne savent pas comment faire. Vu la situation de la Tunisie qui est plus ou moins instable, comment nous, on peut se positionner par rapport à ça? Et là, je pense qu'on peut largement le faire, mais l'anecdote, c'est qu'on le fait sans dire pour autant qu'on fait du design, peut-être, dans un premier temps. Ça freine énormément les gens et ça les place dans une perception déjà de ce qu'on offre, de ce qu'on se propose à leur offrir, qui trop le design dans un hôpital ou dans l'amélioration de la qualité de vie au sein d'une école, il ne comprend pas. Il ne visualise pas du tout ce que pourrait être un design de service. Et donc, je pense qu'il faudrait rendre un tout petit peu plus tangible ce qu'on propose, sans forcément dire que c'est du design. Après tout, c'est un projet, c'est de la conception. Que l'on fasse de la conception d'objets, ou que l'on fasse de la conception de services en amont pour arriver par la suite à concrétiser ce service-là à travers des touchpoints en termes de produits, d'espace, d'images.
ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on y arrive et qu'on arrive à proposer des solutions et d'autres pistes d'innovation qui ne soient pas forcément liées à la conception d'emblée d'un espace ou d'un objet. Penser ça de façon beaucoup plus systémique. Penser à un système, penser à améliorer les choses de façon globale. Au moins, on a une vision beaucoup plus complète, disons, d'une quelconque problématique et essayer par la suite de solutionner à travers une vision stratégique. Ils sont quand même réceptifs. Moi-même, j'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation au sein des écoles primaires. Ils sont preneurs, si vous voulez, de tout ce qui pourrait représenter une solution viable et durable, quelle que soit la discipline. Au final, ce n'est pas la discipline qui les intéresse, c'est vraiment les solutions durables. L'amélioration. Voilà. En parlant de ça, avez-vous une petite anecdote à nous raconter pour un peu situer le design et la vision du design des Tunisiens par rapport à ça? Tu as dit tout à l'heure que le terme design freine un peu. Est-ce que tu as eu une expérience ou une petite anecdote qui nous fait peut-être nous montre un peu comment c'est la vision des gens qui ne connaissent pas le design par rapport à ça? Peut-être que tu as été agréablement surprise ou peut-être pas du tout parce qu'ils n'ont pas du tout compris ce que tu fais ou ce que le design peut améliorer ou peut faire. En fait, j'ai deux anecdotes qui vont peut-être apporter un peu plus de lumière sur l'évolution du design. Quand j'ai été diplômée de l'école des Beaux-Arts, je suis allée chercher du travail, bien évidemment, et je me rappelle à l'époque avoir pris l'initiative de travailler dans le domaine de la chaussure, la conception de la chaussure. Bien évidemment, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'industries qui acceptaient de recruter un designer à plein temps ou un salaire. Pour eux, ce n'était pas évident et c'était inutile. Donc, à l'époque, on me disait, déjà le mot en lui-même, on n'arrivait même pas à le prononcer. Donc, donc déjà, c'était totalement hermétique. Et de là, alors, 20 ans peut-être, 25 ans après, on avait décidé de travailler dans le cadre des écoles pour améliorer le quotidien, pour améliorer la qualité de vie au sein des écoles primaires, dans les milieux défavorisés essentiellement. Il fallait bien évidemment avoir l'aval du ministère de l'Éducation. Donc, je m'attendais à avoir un refus catégorique. On ne vient pas du monde des sciences de l'éducation, donc clairement qu'on n'avait rien à faire là-dedans. C'est vrai que le premier contact a été un petit peu difficile dans la mesure où ils pensaient qu'on venait uniquement pour améliorer l'espace, c'est-à-dire lever des fonds pour construire, pour concevoir du mobilier, alors que c'était pas ça du tout le but, c'était réellement pour réfléchir à de nouveaux parcours, réfléchir à de nouveaux services au sein de l'école pour permettre aux enfants de mieux communiquer, bref, c'était vraiment un design de l'immatériel. Suite à de nombreuses discussions, en tout cas ils étaient réceptifs pour discuter, ils ont appris et ils ont compris et c'était très bien, ils nous ont permis d'intégrer les écoles et on a fait beaucoup de choses et c'était très agréable et ils ont vu en tout cas les retombées qu'on pouvait améliorer le quotidien des enfants sans forcément toucher au bâti, sans forcément toucher au mobilier. C'était pas ça le but. Réfléchir au parcours, réfléchir aux activités, réfléchir à la communication, intégrer un nouveau rythme dans la journée, tout ça. Donc ils ont vu qu'effectivement, en apportant quelques modifications, les marins, je mets quelle fouche en fait, c'est vraiment économie de moyens, design local, voilà.
Comment tu te vois dans 5 ans? Alors, dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois d'abord, j'ai commencé, réintégrer un petit peu la pratique professionnelle. Je pense que tout ce que je viens de dire, il faut le diffuser. Il faut convaincre les gens que le design, ce n'est pas la conception d'objets. On est très loin de ça aujourd'hui. Ça reste, oui, mais c'est beaucoup focalisé sur l'expérience, sur l'individu. Je crois qu'on a amorcé quand même un tournant déjà avant le Covid. Le Covid, c'est encore plus édifiant. Les gens ont compris que tout ce qui est matériel, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément d'autres recours pour être, je dirais pas heureux, c'est utopique et c'est très relatif, mais pour être bien, pour avoir une vie qui ait du sens. Donc, il faut que le design travaille sur l'expérience de l'individu. Avant, on travaillait énormément sur les consommateurs en tant qu'entité, en tant que masse. Les consommateurs, finalement, ils sont considérés comme des récepteurs de produits où ils parlent la batterie de la pub pour essayer de les convaincre de consommer tel et tel produit. Aujourd'hui, on est très loin de cette démarche. On est surtout vers un design de qualité, vers la considération des reliefs individuels. Quand je mets moi un produit sur le marché, il est perçu et vécu de façon différente. Donc il faut aussi considérer cette expérience de vie. On s'est rendu compte aussi que les moments même quand on ouvre un paquet de lait le matin, c'est une expérience de vie. C'est-à-dire que, et puis toute la vie, elle est faite de ces petits moments qui s'additionnent et qui sont juxtaposés les uns aux autres. Et donc, c'est ce qui fait toute une journée, et c'est ce qui fait qu'on soit bien ou pas aussi, quelque part. Et donc, moi, je pense aujourd'hui que le design, il a un rôle vraiment très important, fondamental dans la construction sociale. Et je pense, modestement, quand on parle, on a l'impression qu'on est très hacker. Mais c'est pas vrai, c'est pas dans ce sens-là, mais modestement, je pense que oui, effectivement, le design peut contribuer à apporter une vision de la vie, un angle de vue, en tout cas, qui est riche de propositions, de force de propositions, dans ce sens-là. Et dans 10 ans? Et donc, dans 10 ans, moi, je me vois en tant que consultante, peut-être. J'ai plein de par les 3 facettes. Je suis d'abord designer, je suis enseignante, je suis chercheur aussi. Je fais beaucoup de recherches. Et ces trois disons, vies que j'ai, il y a une interaction, il y a un produit qui sort de ces 3 manières que j'ai d'aborder le design. Et j'ai beaucoup de choses à apporter, peut-être plus dans l'enseignement. Mais bon, je voudrais faire autre chose que ça. Je voudrais diffuser cette façon de voir le design. Je voudrais aussi diffuser de cette manière à partir de la formation. Pas au sein de l'école, que je trouve encore un petit peu isolée. Je ne suis pas satisfaite, en tout cas, des ponts qui ne sont pas encore créés avec le monde entrepreneurial, les organismes, l'administration publique, les décideurs. C'est une volonté politique qu'il faudrait mettre en place. Il ne faudrait plus que ça s'arrête au niveau des expériences isolées. Et du coup, je pense à la formation des entrepreneurs, des cadres, des leaders, des managers. Une formation aussi par rapport à ceux qui ont des initiatives, les jeunes. Les jeunes constituent une force exceptionnelle de proposition. Ils ont l'esprit ouvert, ils s'adaptent, ils sont vraiment extraordinaires. Et je pense qu'il faudrait juste les former. Et c'est ce que je voudrais aussi dire, c'est que ils ne se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont. Dans d'autres pays, n'importe quelle initiative est valorisée.
Ils écrivent, ils publient, ils font des blogs, ils savent réellement se donner de la valeur. Vraiment, ils deviennent visibles. Fitounes, on est beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi, mais on a cette tendance à travailler et à ne pas valoriser son travail. Et donc, je pense que moi, je voudrais travailler sur ça, les former à faire évoluer leurs idées, à concrétiser des projets, comment partir d'une idée pour construire un projet. Khater Saat, il suffit d'une idée. J'ai eu des étudiants, qui ne sont même pas mes étudiants, il y a eu des cadres à l'école, une petite idée d'un projet en 3e année, en 5e année, ils ont fait de ça un projet de vie. Ils ont super bien réussi. Alors que là, dans la masse, ça relève des études. Et donc, même après, ça pourrait être n'importe quelle petite idée. Et le design existe vraiment un petit peu dans ces petits recoins. C'est pas forcément, je dois faire une agence de design comme ça, mais il suffit d'une petite idée et voilà quoi. Moi, je voudrais vraiment dans 10 ans travailler sur ça. Avoir la sagesse de devenir consultante et de faire de la formation dans ce sens-là. Pour conclure, qui est Haïla Madame, quel impact le design a eu sur sa vie personnelle et la vision de son entourage sur son métier? Je pense que qui Haïla Madame, c'est une question très difficile. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je suis multiple. Je ne sais pas comment, mais je suis multiple. Je crois que le design offre une vision très ouverte de la vie. C'est ce qui m'a permis, en tout cas, d'évoluer dans ce sens. On apprend à... C'est très important, ça je le vis au quotidien, à relier des choses très disparates à la base, à détecter des détails qu'on ne voit pas forcément. Et ça enrichit énormément la vie, mais ça la rend aussi un petit peu complexe. On voit trop de choses. Et voilà, on essaye toujours de mettre ça dans un cadre cohérent. Maintenant, pour l'entourage, oui, essentiellement, c'est vrai. Bon, le design, le fait que je pratique et que j'en parle et ma manière de le faire, et peut-être aussi le discours que je viens d'avoir, fait que même leur vision à eux, peut-être elle a changé aussi, la vision du design. Et ça fait que ce n'est plus... moi, ce qui me fait plaisir, c'est... le design n'est plus perçu comme cette petite entité isolée où on fait de belles choses. Voilà. Le design est égal à objet avec une valeur esthétique très accrue. Non, le design, ça façonne la vie aussi. Et donc, c'est une grosse responsabilité. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, ça me fait plaisir, ça a été un honneur. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi écouter la version audio sur SoundCloud et la plateforme de podcast Apple. Rejoignez-moi sur l'Instagram Design Tounsi, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et à très bientôt.